La Grande Paix de Montréal. Dès la fondation de la Nouvelle-France, Samuel de Champlain comprend l'importance de tisser des liens étroits avec les Autochtones. Pour ce faire, il s'inspire du réseau d'alliances qui existait chez les Premières Nations avant même l'arrivée des Français. C'est ainsi que la France se liera en Amérique à la communauté huronne et à un chapelet de peuples algonquiens. Les Français se joignaient ainsi au plus vaste réseau de commerce et de diplomatie d'Amérique du Nord-Est. Devant eux se dressait la puissante confédération iroquoise, alliée aux Britanniques de la Nouvelle-Angleterre. En s'étirant toujours vers l'ouest et la Louisiane, la Nouvelle-France multiplie les ententes avec les nations du centre du continent, un réseau encore presque intact jusqu'à la conquête. En riposte, les nations iroquoises exercent de terribles représailles contre les établissements français. Pour apaiser l'horreur de ces guerres centenaires. Les artisans d'une traite historique. Après avoir détruit la Huronie en 1649, les nations iroquoises mènent de redoutables attaques contre la colonie française. Après de longues années d'une guerre cruelle et épuisante, les belligérants amorcent des négociations de paix qui conduiront à une réconciliation durable et honorable, une entente solennelle signée à Montréal le 4 août 1701. Auparavant, des émissaires français, des religieux et des soldats bien acceptés par les Autochtones sont chargés de cette approche diplomatique. Parmi eux se trouve Jean-Baptiste Nicolas Perrot, le Français le plus connu à l'est du Mississippi, un véritable pionnier du Wisconsin dont les audacieux voyages allaient lui permettre de rencontrer bon nombre de tribus autochtones. En mars 1700, au bas d'un premier traité officialisé à Onontague, en territoires iroquois, sont apposées 13 signatures, incluant celles des 5 nations iroquoises. En septembre de la même année, une paix préparatoire est paraphée à Montréal avec les 5 nations iroquoises, Sénéca, Cayuga, Onondaga, Oneida et Mohawk. S'ensuivra une invitation à toutes les nations des Grands Lacs à converger vers Montréal à l'été 1701 pour y ratifier l'entente générale. Le chef Huron, Kondiaronk, fut le principal artisan du ralliement des nations des Grands Lacs lors d'une conférence tenue au printemps 1701 à Michilimackinac, au confluent des lacs Huron et Supérieur. Du 23 juillet au 8 août 1701, Montréal accueille 1300 chefs et ambassadeurs autochtones, les émissaires de 40 nations, couvrant un territoire s'étendant de l'Acadie jusqu'au Missouri. Parmi les groupes les plus importants, mentionnons les Huron-Wendat, Abénaquis, Cris, Amiquet, Ottawa, Sauteux, Pétain, Algonquins, Innu, Ojibwe, Miami, Saké, Renard, Follavoine, Poutawatomis, Sioux. Sans oublier les 5 nations iroquoises. Sur la berge du fleuve se posent 1000 canots. Tous les peuples comme un seul pour autant d'idéaux. La Pointe-à-Calière. C'est d'abord au village iroquois de Kanawake que se retrouvent les diverses délégations autochtones. Le lendemain de leur arrivée, les ambassadeurs traversent à Montréal où 200 canots bien alignés s'approchent au son des salves de canon. Parmi ceux-ci, debout dans son canot, Texanko, âgé de 80 ans, le chef des Tsonontoan. En provenance d'Iroquoisie, les émissaires arrivaient au terme d'un voyage de plusieurs semaines depuis les Grands Lacs et la vallée du Mississippi. Les arrivants cabanèrent le long des palissades, c'est-à-dire à la Pointe-à-Calière. Dans les jours suivants, de nombreux conseils allaient se tenir en présence du gouverneur, de certains généraux, en plus d'autres particuliers dont l'identité devait demeurer secrète. Ces rencontres privées allaient alimenter le débat sur les problèmes courants, les excès entourant la chasse des animaux à fourrure, les prix trop élevés des marchandises françaises, le projet français de fonder Détroit, les tensions entre alliés, les meurtres et enfin, la vente de l'eau-de-vie qui trouble l'esprit. La question la plus délicate concernait les échanges de prisonniers. On lui consacra une journée entière. Une fois qu'un consensus se fut dégagé autour de ces grandes questions, la Grande Paix de Montréal pouvait dès lors être conclue le 4 août.
La cérémonie protocolaire fut empreinte de solennité et respectait les traditions diplomatiques des deux civilisations en présence. Pour les Autochtones, l'échange de paroles et de wampum et la circulation du calumet scellaient le traité, tandis que pour les Français, les marques faites au bas d'un document faisaient office de pacte. Tous les clans sur l'honneur, un traité, une trêve, grande paix en ces arpents de neige. Un sursis pour la Nouvelle-France. La paix était conclue. On avait, métaphoriquement, planté un grand pin sur la plus haute montagne et ses racines rejoindraient chacune des nations. Ce traité mettait fin à près d'un siècle d'hostilité entre les Iroquois, les Français et leurs alliés. Désormais, la négociation allait devoir primer sur l'affrontement direct. Les Français reconnaissaient l'autonomie des nations autochtones et s'engageaient à arbitrer les différends susceptibles de survenir entre les nations signataires. De leur côté, les Iroquois promettaient la neutralité en cas de conflit entre les colonies françaises et anglaises. Cette bonne volonté de 1701 allait assurer un sursis de 60 ans à la Nouvelle-France. Sur le plan diplomatique, la paix de Montréal apparaît comme un fait unique dans l'histoire de l'Amérique. Elle allait aussi faire du français la langue commerciale avec les Autochtones, incluant les Iroquois. Encore en 1836, on écrit qu'un patois français brodé de phrases anglaises et de mots indiens demeure la langue de la traite des fourrures à l'ouest du lac supérieur. Diplomate, militaire, j'ai été médiateur, Louis-Hector Calière, gouverneur en ces arpents de neige. Louis-Hector de Calière. En 1700, Fort Ville-Marie n'est déjà plus la cité de Dieu de Jeanne-Mance et Maisonneuve, dont le rêve était d'en faire une mission vouée à la conversion des Autochtones et dédiée à la célébration de la gloire du Christ. Devenue Montréal, la ville est rapidement un important relais du commerce des fourrures, constamment menacée par l'ennemi, en plus de tenir lieu de repère pour tout ce que la Nouvelle-France compte de sombres coureurs des bois, de canailles et de marchands cupides. L'alcool coule à flot et les fêtes populaires se succèdent au départ et au retour des expéditions de traite. C'est dans ce climat que débarque, en 1684, Louis-Hector Calière, gouverneur de Montréal. Aussitôt arrivé, il s'implique dans des opérations militaires destinées à fortifier Montréal et à défaire l'étau iroquois qui bloque la route des fourrures. Son succès est tel qu'il projette même de s'emparer de la ville de New York. En juillet 1696, De Calière mène, avec le gouverneur Frontenac, 2000 troupes, des soldats de la marine, des miliciens et des autochtones, qui accostent au sud du lac Ontario et ravagent le territoire des Onontagoés et des Oneyoutes. Fort de cette victoire, et tandis que les Iroquois sont affaiblis par les années de guerre et de maladie, De Calière entreprend aussitôt des négociations de paix. Devenu lui-même gouverneur de la Nouvelle-France à la mort de Frontenac en 1698, De Calière sait que la colonie est à bout de souffle et comprend la nécessité de conclure une paix durable avec ses alliés et les redoutables Iroquois. Dans son discours proclamant la Grande Paix, suivant les rituels autochtones, De Calière ôta la hache à tous qu'il jeta dans une profonde fosse, puis reçut un à un les 31 chefs de délégation auxquels il remit un wampum. Chacun s'avança d'un air majestueux, tel des empereurs romains, portant un collier de porcelaine et tint à son tour un discours avec grande éloquence, puis remit ses prisonniers, fit circuler le calumet et enfin ratifia la paix en dessinant sa marque. Et si je rêve aujourd'hui d'une nation prospère, j'ai le cœur bien rempli de ces arbres, ces rivières. En ces arpents de neige. Bien sûr, on pense à l'écrivain français François-Marie Arouet, dit Voltaire, le plus empressé courtisan des monarques de son époque, à qui l'on attribue le fait que la France n'ait pas porté secours à la Nouvelle-France après la conquête en 1760, la Nouvelle-France se résumant à ses yeux à quelques arpents de neige.
Dès lors, naissait la légende noire du vieillard au sourire sardonique, rendu coupable presque à lui seul de la perte de la Nouvelle-France. Il est vrai que Voltaire n'est pas tendre envers l'Amérique française. Lui, un grand admirateur de l'Angleterre et un farouche adversaire de l'Église, celle-là même si active à convertir les Autochtones du Canada. Voltaire l'écrira donc sur tous les tons. Le Canada, pays couvert de neige et de glace 8 mois de l'année, habité par des barbares, des ours et des castors. Je voudrais que le tremblement de terre eût englouti cette misérable Acadie. On plaint ce pauvre genre humain qui s'égorge dans notre continent à propos de quelques arpents de glace en Canada. La version la plus connue est cependant celle tirée de son célèbre roman Candide paru en 1758 où il souligne « Vous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada. » Mais nulle part Voltaire n'est plus clair et lapidaire que dans sa lettre au ministre Choiseul. « J'aime mieux la paix que le Canada. Et je crois que la France peut être heureuse sans Québec. » J'ai quitté mon pays, tel marin en partance, pour gagner Fort-Ville-Marie, en terre de Nouvelle-France et de ma nouvelle patrie, ces arbres et ces rivières et ces nations premières qui m'auront tout appris. De ces arpents de neige, j'ai combattu les Anglais aux côtés de Frontenac. J'ai repris où il laissait à son dernier bivouac. Puis j'ai été ingénieur, diplomate, militaire. J'ai été médiateur, Louis-Hector Calière. Gouverneur en ces arpents de neige. Sur la berge du fleuve se posent 1000 canots. Tous les peuples comme un seul, pour autant d'idéaux, pour apaiser l'horreur de ces guerres centenaires. Tous les clans sur l'honneur, un traité, une trêve. Grande paix en ces arpents de neige, en ces arpents de neige. Et si je rêve aujourd'hui d'une nation prospère, j'ai le cœur bien rempli de ces arbres, ces rivières. À jamais en ces arpents de neige.